D'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de participer une nouvelle fois à vos travaux. Alors, vous avez dit, Sandrine Morvan, universitaire et journaliste. Universitaire, j'ai eu le grand plaisir de travailler souvent avec ma voisine de droite, Emmanuelle Pollack. Et journaliste, je l'ai dit chaque fois que je suis venu ici, et je le redirai toujours, les travaux que j'ai pu conduire au Monde sur les MNR et la spoliation, je ne les ai pas conduits seul. Je les ai conduits longtemps, aussi longtemps qu'il a vécu, en compagnie de mon confrère et ami Emmanuel Deroux. Et si il avait survécu à la maladie qu'il a anéantie, il aurait été aussi légitime que moi pour tenir le rôle qui ne m'échoit que parce que je suis le seul survivant de la paire que nous formions à l'époque. Bon, je tenais à le dire. Ensuite, comment pouvions-nous procéder pour organiser une table ronde avec 5 membres? Je pense que vous serez d'accord avec moi pour convenir que des généralités ne servirait pas beaucoup, et que beaucoup de généralités ne feraient que, somme toute, noyer le poisson. Je ne sais pas comment on traduit noyer le poisson en anglais. To sink the fish. Et je vais donc procéder d'une manière un petit peu différente de l'habitude. Je vais soumettre à nos 5 intervenants un cas très précis qui m'est apparu de manière fortuite, je dirais comment à l'instant, et je demanderai à tous les 5, dans l'ordre qui leur convient, de faire leurs commentaires, et si j'ose dire, même leurs recommandations par rapport aux problèmes historiques et probablement juridiques aussi que le cas que je vais exposer présente. Je tiens à ajouter que ce cas est présenté ici nullement dans une intention polémique ou de mettre en cause qui que ce soit, mais parce qu'il me semble néanmoins si flagrant qu'en ayant connaissance, il m'aurait paru difficile de le tenir masqué. Alors voilà de quoi il retourne. L'été dernier, ça ne vous intéresse pas a priori, mon épouse et moi-même étions en vacances au Portugal. Et comme 2 historiens de l'art, nous avons revisité le musée des Beaux-Arts de Lisbonne. Cet été, au musée des Beaux-Arts de Lisbonne, il y avait une présentation exceptionnelle du retable, enfin de plusieurs panneaux, du retable de Sainte-Lucie, attribué, je suis bien incompétent pour discuter de ce point, à un maître de Riglos. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le texte de salle, ici, dans sa version anglaise. Il y avait 2 versions, une version en langue portugaise, naturellement, et une version en langue anglaise. Comme vous le voyez, ces panneaux sont accrochés sur les murs de l'ambassade du Portugal en Espagne, que je n'ai pas l'avantage d'avoir jamais visité. Comme vous le voyez aussi dans ce texte, il est bien dit que ces panneaux ont été mentionnés pour la première fois dans le volume 8 de l'histoire de la peinture espagnole de Chandler Rafton Post, publié en 1941 par les presses de l'université d'Harvard, et que Post, donc je traduis très rapidement, décrit ces 2 panneaux comme appartenant à la collection des famous antique dealers, the Brachy Brothers, ces célèbres antiquaires, les frères Bacri. Bien. Tout
le reste, ou presque tout le reste du texte, est une discussion qui, je crois, n'a pas véritablement lieu d'être ici, sur l'iconographie de ces panneaux, sur le sens que l'on peut leur attribuer, sur, naturellement, l'attribution à un maître dont il semble important à l'interlocuteur de savoir s'il était plutôt du côté de ce qu'on appellerait l'Espagne aujourd'hui que du côté de ce qu'on appelle le Portugal aujourd'hui. Bon, ce n'est vraiment pas notre problème. Ce qui est clairement notre problème, c'est le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe de ce texte, donc, distribué à tout un chacun, explique que quand Post a eu connaissance, a commenté ces panneaux, la collection des frères Bacri n'existait plus, puisque, je pense que tout le monde comprend, le 21 juin 1940, les panneaux en question auraient été saisis par par un commissaire de police, en présence de deux personnes dont les noms peuvent nous être relativement familiers, même si l'un, je vais y revenir, est faux. Oui, Emmanuel. Le célèbre professeur des Beaux-Arts, Jacques Beltrand, et un historien allemand qui se serait appelé Walter Andreas Auger. Oui, attendez. S'il vous plaît. Et donc, voilà, il est expliqué le plus placidement du monde que ces panneaux conservés par l'ambassade du Portugal à Madrid, on sait bien qu'ils ont été saisis par les nazis et leurs collaborateurs français dans les appartements ou les réserves ou le magasin des frères Bacri en juin 1940. Et voilà. Et c'est tout. On est en 2019. Alors, 2 ou 3 points de détail. La notice est, comme vous le voyez, monogrammée JOC. J'ai donc naturellement fait travail, alors je ne sais pas s'il est d'universitaire ou de journaliste, pour savoir qui était JOC. De réalité très simple. C'est un historien de l'art et médiéviste portugais qui s'appelle Joaquim Oliveira Caetano, qui se trouve occuper à l'heure actuelle les fonctions de directeur du musée des Beaux-Arts de Lisbonne, avec lequel je suis entré naturellement en relation, auquel j'ai adressé un courriel, qui, pour lui demander de manière très courtoise et neutre si je suis plutôt présenté comme universitaire travaillant sur les questions de spoliation. Si il pouvait me donner quelques informations supplémentaires sur ces panneaux et sur la rédaction de cette notice, il s'est borné très courtoisement à me signaler 2 choses. D'une part, que ces panneaux, il n'en savait rien que ce qui était dans le livre de Post, et que d'autre part, il attirait mon attention sur le fait qu'il n'était pas la propriété du musée des Beaux-Arts, des Arts Anciens de Lisbonne, mais de l'ambassade du Portugal en Espagne. Et il n'a fait aucun commentaire supplémentaire sur mes questions. Alors, à partir de là, je fais juste quelques remarques d'historien. Sur Jacques Beltrand, je crois que l'on sait à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Je me bornerai à rappeler, comme l'a eu fait mon ami Laurence Bertrand d'Orléac, que Jacques Beltrand n'a jamais été inquiété sérieusement après la Libération, et qu'on a même trouvé trace d'acquisition de ses œuvres, d'une de ses œuvres, par les musées nationaux après la Libération, ce qui prouve que il a bénéficié quand même d'une mansuétude assez remarquable pour quelqu'un dont on savait quel rôle il avait joué auprès d'Hermann Göring. Pour ce qui est du supposé Walter Andreas Auger, il n'est pas nécessaire de faire de très longues recherches, mais j'imagine que le musée de Lisbonne n'avait pas le temps de les faire, pour identifier cet homme comme étant en réalité Walter Andreas Hofer. Quand je dis que ce n'était pas très difficile, tout à fait délibérément, je vous montre là une chose d'un accès assez aisé, qui est la notice Wikipédia.
de Walter Andreas Hofer. Mais il n'est pas nécessaire de se livrer à des recherches archivistiques particulièrement complexes. Et on y trouve d'ailleurs indiqué cette chose tout à fait intéressante, qu'après la période de la guerre, interné, mais pas trop longtemps, condamné in absentia en France, mais n'ayant jamais exécuté sa peine, il a passé le reste de sa vie paisiblement comme galeriste à Munich, pas très loin, jusqu'à son décès en 1971. J'ajoute deux autres éléments que je rappelle plutôt à la mémoire des auditeurs. Alors l'un, concernant tous les deux la spoliation des frères Bacri, c'est qu'elle est mentionnée dans l'ouvrage d'Emmanuel Pollack. Donc là, vous comprendrez que je lui laisse naturellement le soin de compléter notre information, si cela est possible, sur ce point. Il est également que la spoliation, pour citer un autre travail récent, avait également été évoquée dans l'article de Martine Poulain, publié dans la revue Perspective en 2016, à trois reprises. La première pour donner quelques éléments de date qui ne sont pas d'ailleurs totalement conformes avec les informations présentées par la notice lisboète pour ce qui concerne les dates des saisies, enfin des vols successifs qui ont eu lieu chez les Bacri. Puis, concernant ensuite les retours, l'hypothèse formulant, il y a eu quelques restitutions à la famille Bacri après 1945. Martine Poulain note, et je ne peux faire plus pour ma part que noter après elle, qu'il reste en 1959 la restitution de 398 pièces. Donc on peut déjà soustraire celles que nous savons désormais où elles se trouvent, et que Rosvalland supposait que les pièces manquantes avaient été pour la plupart détruites dans le bombardement du palais de Göring. Voilà. J'ajoute qu'il faut un temps extrêmement bref pour se procurer ces éléments. Donc, je n'ai rien d'autre à ajouter sur le cas en lui-même, n'étant pas, à l'inverse des participants à cette table ronde, vraiment un spécialiste des enquêtes d'archives et des recherches de pièces documentaires sur ces questions, plutôt un historien de l'art que du marché de l'art, si on peut appeler cela le marché de l'art. Et donc, ce cas étant désormais porté à votre connaissance, que l'on peut montrer aujourd'hui en toute quiétude, avec ce pédigré, si j'ose dire, et sans, semble-t-il, voir le problème des œuvres dont on sait parfaitement quelle est l'histoire, j'aimerais que vous me disiez, tous les cinq, quelles solutions, quelles sont vos réactions d'abord, et quelles solutions vous envisageriez pour résoudre ce qui peut, me semble-t-il, apparaître comme un léger problème. Qui veut commencer? Can I ask a question which I think is central to all these cases? Clearly there's a question about this painting from what you've presented, but who is one investigating the case on behalf of? Are you asking us to investigate the case on behalf of the museum, on behalf of the Bacri family, the Bacri frères, as an art historian with a general interest? Because I think where you start from is a very important question. I would note that Portugal actually did endorse the Washington Conference principles. Portugal did endorse the Terezin Declaration. Generally, there has not been provenance research in Portugal. And so far as is known, although a tremendous amount of art went through Portugal, it has not been a major part of these discussions. However, the main thing that may occur is as a result of the resolution this past January of the European Parliament, the European Union's Parliament,
in regard to cross-border transfers of looted works. If the European Union Commission does in fact follow through with laws, regulations regarding cross-border matters, this will become clearly, or can become clearly, the subject of a European-wide issue. And that, of course, would be very good, but we aren't quite at that point yet. Let me maybe step one back. We would like to see art exhibited for the general public. So the main interest is to have these artworks exhibited. Whether the owners have the resources, the incentive, and the time to do provenance research, that's a second question. The third question is, what can a curator do when he has a long list of artworks and he's supposed to organize an exhibit? Probably it was the curator who did this research in the first place. And he established, based on catalog information, who a previous owner was, but it was not his job, in his view, as a curator, to actually establish the full provenance, because that should be the responsibility of the owner. So that's number one. Number two is that it takes an enormous amount of time and effort to establish a provenance of an artwork when you have a sizable gap, like in this case from 1940 to 2019, basically. We have a 79-year gap. And with current methods and access to information, it's an almost impossible task for any owner of a larger collection to do provenance research on every single art object. This is one of the reasons why the project that I was introduced as being the chair of the executive board has started. Wesley Fisher is another executive board member on my left. It's the Jewish Digital Cultural Recovery Project. What we're trying to do is digitize all archival information that relates to theft, but it also relates to restitution, because in this case, we know this work was taken, but we don't know whether it was restituted. We know nothing about its history. So just because there is a large gap in the provenance, it doesn't necessarily mean that it's still a stolen artwork today from a legal standpoint. So what we try to do with this new database, to bring all the information together in a digital way. So maybe in 15 years from now, if a curator would like to do more in-depth research, he would have actually a digitally freely available database that he can consult and maybe fill the gap in between. Une première réaction, alors nous découvrons ce cas. Évidemment, il peut se produire ce même genre de situation dans beaucoup de musées et peut-être en France, mais on espère que non, en tout cas rédigé de cette façon-là, mais je ne le garantirai pas évidemment. Ce qui apparaît flagrant dans l'absence d'information, c'est l'entrée, au moins l'entrée dans les collections, enfin je ne sais, est-ce que ce sont des collections nationales? C'est l'ambassade du Portugal en Espagne, c'est ça? Donc c'est une collection publique, imagine-t-on, et donc c'est vrai qu'il manque cet élément, au moins, c'est-à-dire pour savoir à partir de quand, souvent ça manque, on n'a pas tous ces éléments sur les cartels, dans les musées, mais pour savoir, voilà, est-ce que c'est juste après-guerre, est-ce que c'est bien longtemps après, ça ne dira pas si l'œuvre a été restituée ou pas. Il y a peu d'œuvres visiblement qui ont été restituées de la famille Bakri, donc c'est évidemment un indice, c'est plutôt un mauvais indice, mais c'est vrai qu'il manque une information. Et alors on reparlera sans doute de ce qui se fait dans les musées en général un peu plus tard. On peut peut-être en tout cas c'est pas une recommandation, mais on peut imaginer, alors je devrais le savoir, je ne sais pas quelles ont été les demandes de restitution et d'indemnisation qu'ont fait la famille Bakri depuis la guerre, mais vu que la spoliation a eu lieu en France, il est possible aujourd'hui de commencer ou recommencer un dossier, de déposer ou de redéposer
proposer un dossier de recherche en vue notamment d'en savoir plus sur ce tableau. Après, évidemment, tant que nous n'avons pas de législation européenne commune, la France pourra simplement donner un avis, une recommandation, mais il y a eu des cas où la Commission pour l'indemnisation de victimes de spoliation a recommandé une restitution d'une œuvre qui se trouve à l'étranger. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'obligation évidemment pour le moment, mais c'est un point que nous devons lancer. Je pense que nous allons regarder évidemment de quoi il s'agit et refaire le point sur ce qui a été fait ou pas fait avec la famille Bakri depuis la libération. Merci de nous poser cette question. Vous pointez là, je pense, quelque chose d'assez important parce que même lorsque vous êtes en vacances, vous restez un historien de l'art, vous restez un professeur d'université et vous nous montrez véritablement que nous, public historien de l'art, nous sommes bien sûr déformés par notre spécialité, pour le moins. Je peux regarder et avoir souvent envie de regarder le verso d'un tableau avant même d'admirer ce tableau, parce que c'est un tableau dont l'origine serait douteuse. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une vraie transformation de notre façon de regarder une œuvre d'art. Ce qui est très important, c'est que nous n'acceptons plus de regarder l'œuvre d'art hors sol, complètement déconnecté de son contexte historique. Et ça, je pense que c'est vraiment ce que vous nous montrez, c'est que nous voulons qu'il y ait un accompagnement, cet accompagnement autour de la matérialité de l'œuvre qui reprend la provenance de l'œuvre. Nous avons envie de savoir entre les mains de qui l'œuvre est passée. Ça, ici, il y a dans la salle des jeunes chercheurs de provenance qui savent à quel point c'est difficile. Agnès nous l'a dit, ça demande du temps. Mais moi, je pense que tous les efforts doivent être faits pour présenter les provenances et j'irais même un petit peu plus loin, c'est de la responsabilité d'un directeur de musée de travailler à la provenance des œuvres. C'est de la responsabilité d'un commissaire d'exposition de présenter la provenance des œuvres. Sinon, on arrive à des situations terribles, comme ce qui arrive aux époux Toll, puisque nous avions la semaine dernière une très jolie table ronde autour de l'affaire Bauer, de l'affaire du Pissarro, l'accueil des poids de Pissarro, et ce tableau, on le voit, a été prêté de façon assez généreuse à la France. Or, le tableau ne peut plus retourner, il a été mis sous séquestre et il y a. Donc, c'est véritablement de la responsabilité du personnel scientifique, à la fois dans les musées, à la fois dans la documentation, de travailler à ces recherches de provenance. Et les œuvres ne peuvent pas être présentées comme ça, sans être rattachées à leur contexte historique. Et le cas que vous nous montrez est très important. Je voudrais juste finir sur le fait que, effectivement, vous nous alertez sur ce cas. Et je suis quand même assez contente que nous l'ayons notifié dès 2009 dans les carnets de Rose Valland, puisque nous avons parlé de la spoliation de la famille Bakri en 2009, et je l'ai rappelé à travers mes travaux universitaires également, et dans le livre sur le marché de l'art. I'd like to add to what Emmanuel just said, that the problem really in all this is that this kind of book, or this kind of exposition of the painting can be published today. We see this all the time, and there is somehow no connection made by the curator or by the museum between what they're writing and what the significance is of what they're writing. And it reflects partly what Wesley said about that Portugal itself, although it was at the Washington Conference 20 years ago and it signed up to or endorsed the principles, it hasn't done anything at all to implement any of those principles. So it partly is a reflection of a lack of awareness, if you like, or even a lack of commitment amongst museum people. But it is not restricted to Portugal. It is something that you see even in countries
where there is an apparent huge commitment to do something about it. So I take very much the point that Emmanuel said, that there is a responsibility of people, of museum, of everybody at every level in a museum, to look at a painting like this and to think, we have a responsibility to do something like this. We are a public institution. We have works of art on our walls. We represent, museums after all represent apparently what is good to people. They represent art, which is good. What museums shouldn't be doing is having works of art as if they're somehow neutral and don't have a history. And I think if what happened during the Nazi era taught us anything, is that works of art have huge histories, and they reflect the families who own them, they reflect the history of those families, and that it is, in 2019, it is rather extraordinary that this still has to be something that is conveyed. One would hope that it would be in the education of every art historian, that they look at something like this and they say, okay, is it okay for us to show this? What is the history of it? So that I would just like to pick that up. Thank you. Dans mon échange avec le directeur du musée, il était tout à fait clair il était tout à fait clair. Sa réponse était parfaitement ambiguë. Ces tableaux ne nous appartiennent pas, donc c'est pas notre problème. Et de toute façon, c'est pas moi qui ai fait les recherches. Donc c'était une manière, soit il ne voyait vraiment pas le problème, soit il se dédouanait de deux manières différentes simultanément. Je crois que vous vouliez intervenir. If I may bring a few more points. One is that when a museum says it's not my responsibility, they're not exactly right. There is the International Council of Museums, and there is a guideline that the museum is supposed to review what comes into a collection. The question is how deep that review is, whether looking back at old catalog raisonnés is the proper way of reviewing, or whether you need to do a step more. One of the problems I see that even 20 years after the Washington Conference, provenance research is still not taught as part of a general art historical curriculum. And there are quite a few art historians who already finished their education before this discussion even came to light. So and I don't know how old is the curator who curated the show, and whether 45, according to his picture. So he's probably finished his schooling way before provenance research became an issue. And curators and art historians are not necessarily interested in this field. Or in Portugal, there is, I don't think there is a single course they can, learn about it today. So while we would like the museum curators to do much more, I think the universities need to allocate more resources and teach the subject properly. Plus, there should be some continuing education provided, which at one point the European Shoah Legacy Institute with the Claims Conference have provided on a European level. Unfortunately, that ceased a few years ago. But a European cooperation on provenance research, which the French mission could lead or be part of, or together with the other 5 commissions could actually undertake, would be very, very useful. The other thing that I would like to highlight is the power of the media. A large part of our work is here today, and awareness is here today because the media did pick up on these issues, because journalists, maybe not necessarily on their holidays, but also as assignment for their papers, actually covered these stories since the 90s. The first such story was the Mauerbach collection, then came the US Matters, and by 2000, you could regularly read about restitution in the press. In my previous position, I've been monitoring the press for almost 20 years. I have to say that since the Gurlitt affair about 6 years ago, there are exponentially more articles about restitution issues, about questions, about claims. So I do think that today there is a much higher awareness, but it doesn't mean that it's enough.
So if anyone could write a scholarly paper, a newspaper article, or any other way bring this issue more into the public knowledge, then of course is always very helpful. Since, as I understand it, we are also supposed to be speaking about France, I think this might be an opportunity to ask some questions, because France, of course, has had a history of being able to get away with a lot, because France is the country of art. It is perceived in other countries as the country of art. Whether or not the markets have also gone to London and New York and, I don't know, Moscow and so on, nonetheless, it is here that art is seen to be. For years, there was very little about this. And I recall that that started to change in the 90s, of course, because of Hector Feliciano's book, The Lost Museum, Musée Perdu, and it also began to change then as the Washington Conference took place in 1998 and going forward. However, some of this was not reasonable. The focus was entirely on the MNR collection. It still, to a large extent, is on the MNR collection. I'm sorry, David, but it's the case. And the museums have not generally done this sort of thing. One might ask as a first question, if you have a curator in a museum in France, will they in fact actually write something that is like this? In Portugal, this may have been a mistake, but in France, it shouldn't be. And this is indeed a question. I must say that in general, the extent to which France has been able to maintain its position is quite remarkable. When it came to the Prague conference in 2009, what country was the chair of the discussions on art? France. What country had actually done the most in this regard? It was not France, but no one was about to even say that. I think that in terms of education, what has been done here in the Mémorial de la Shoah with the exhibition that Emmanuel Pollack has put together is phenomenal. It's wonderful. It's almost the only such exhibition that exists. And it has a very interesting room, which is the room for provenance researchers, which is actually a very good demonstration of what might be needed to educate other countries. But it also may be needed to educate the rest of France. Monsieur Zivy is thankfully in a mission which is very good, and the changes recently are quite good on behalf of by the French government. But the amount of money that has been provided for the mission is very small. It's smaller than what exists in Switzerland. It's smaller than what exists in Germany. It's really quite small. So under the circumstances, I would like to know whether this sort of thing could happen even in a museum in France. Évidemment, ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Tout à l'heure, je disais que j'espère que ça n'arriverait pas. Ce qu'il manque, j'espère qu'on dirait quand même quand l'œuvre est entrée dans les collections. Mais on sait en effet que pendant très longtemps, on a eu sur les cartels des œuvres que l'on appelle MNR, donc sans doute la plupart d'entre vous savez de quoi il retourne, les œuvres musées nationaux récupération, le reliquat des œuvres qui ont été retrouvées en Allemagne après la guerre, ramenées en France et laissées à la garde de l'État pour celles qui n'avaient pas été restituées ni vendues, puisque l'État a vendu des œuvres, ce qui nous paraît assez étonnant aujourd'hui au début des années 50. Et donc on avait des cartels dans les musées MNR 12, OBIP, Office des biens et intérêts privés 52. Voilà, c'était la seule explication. Donc évidemment, ça ne disait rien et ça ne disait pas que ces œuvres n'étaient pas la propriété de l'État et qu'elles devaient être identifiées, que leurs propriétaires devaient être identifiés pour une restitution. Sur cet ensemble des MNR, ça change et ça commence à changer de plus en plus. Il y a eu des instructions pour qu'il y ait une formule
quand même un peu plus claire, sans doute pas parfaite, disant œuvre retrouvée à la fin de la guerre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en attente de restitution à ses propriétaires légitimes. Est-ce que c'est l'œuvre qui est en attente? Est-ce que c'est la famille qui est en attente? Peut-être davantage. Ça ne dit pas beaucoup plus, mais sur un cartel, ça prend déjà pas mal de place. Et ça montre que l'État n'en est pas propriétaire. Ensuite, ce qui est plus compliqué, évidemment, c'est tout le champ, le reste du champ des œuvres spoliées, car sans doute tous les MNR ne sont pas des œuvres spoliées, mais toutes les œuvres spoliées ne sont pas des MNR. Et il y a dans les collections nationales, dans les collections publiques, de façon plus générale, des œuvres qui sont entrées légalement dans les collections, qui ont été achetées, qui ont été reçues en don ou en legs, et on a acheté, on a reçu cela sans faire de recherche de provenance, on n'en faisait pas, et elles sont entrées dans les collections. Ça pose une question juridique qu'on posera peut-être plus tard, et donc évidemment ça on ne sait pas combien il y en a. Il ne faut pas jeter le soupçon sur l'ensemble des acquisitions faites depuis 1933 dans les musées, mais l'explication et le cartel et la présentation de ces œuvres, évidemment, ne dit pas grand-chose de cette période, et en cas de flou dans la période de 1933 à 1945 de la vie de l'œuvre, évidemment, il n'y a pas encore d'explication. Mais cette recherche-là sur la provenance entre 1933 et 1945 de ces œuvres, elle commence à être faite, elle commence seulement, c'est vrai, à être faite. C'est un travail énorme dans lequel se sont plongés beaucoup de musées, pas tous évidemment, partout en Europe, dans le monde, essayer de passer en revue les acquisitions et identifier les œuvres dont l'histoire entre 1933 et 1945 est floue. Et si elle est floue, il faut pousser pour faire des recherches. C'est un début, nous essayons de le faire. Le musée du Louvre le président du Louvre a demandé à ses services d'identifier ces œuvres, et donc cela doit permettre d'éviter de tels flous et de telles absences dans l'histoire, dans la façon dont on présente une œuvre aujourd'hui dans un musée. Et évidemment, c'est un travail colossal. Nous parlions de moyens à l'instant. Et donc, on peut le dire, hein, ce n'est pas un mystère. En France, il n'y a pas aujourd'hui de poste de chercheur de provenance à temps plein dans les musées nationaux et encore moins dans les musées publics. Il y en a quelques-uns dans les grands musées européens, américains. On a rencontré il y a peu une personne du Rijksmuseum d'Amsterdam où nous avons appris qu'il y avait 7 personnes, donc c'est un chiffre colossal, 7 personnes qui font à temps plein de la recherche de provenance, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas encore en France. Nous y employons, pardon, c'est désagréable, oui. Nous y employons, nous mobilisons les musées, et avec un premier budget, il n'y avait aucun budget avant, donc le budget qui existe, nous partons de rien, donc c'est plutôt bien, mais c'est évidemment 200 000 euros comparé aux 4 ou 5 millions d'euros que mettent les Allemands par an, ce n'est pas grand-chose, mais il n'y avait même pas ce budget avant, donc c'est un début, et nous commençons à faire certaines recherches qui n'étaient pas faites avant, qui n'étaient faites nulle part aussi, ce n'est pas pour se dédouaner ou se comparer, mais c'est un mouvement qui arrive maintenant partout, mais qui est lent. Et je ne pourrais pas dire est-ce que de tels cartels ou de telles explications aussi vagues n'arriverait pas en France. Non, bien sûr, on manque d'explications dans la présentation, comme le disait Emmanuel aussi, de l'explication de la provenance des œuvres. Donc, nous avons quelques commandes qui ont été passées ici de recherche et d'amélioration. Bien, alors, je peux répondre sur plusieurs points, puisque vous avez évoqué, et je vous en remercie, le travail des journalistes, mais il est vrai que nous étions très seuls. Et qu'en dehors d'Hector Feliciano, qui est en effet venu à la rédaction du Monde, à l'époque rue Claude Bernard, et que c'est à partir de là que nous avons commencé à travailler tous les trois ensemble, nous étions vraiment très isolés, et nous n'avons bénéficié, et je reviens à ce que vous avez dit, monsieur, pourquoi les MNR, et ce que vous venez de répondre, David, pourquoi les MNR probablement parce que c'était la chose dont il nous était la plus facile de nous emparer. Vous savez, on était 3. Bon. Et de surcroît, aucun de nous 3 n'était vraiment spécialiste de ces questions à l'origine. Et d'autre part, et je pense que je suis
plus à l'aise que vous pour le dire, parce que pendant des années, nous nous sommes heurtés systématiquement à l'obstruction très bien organisée, très constante, d'une partie du corps des conservateurs et de la direction des musées de France, et que il semblait donc au fond nécessaire de commencer par frapper là où la résistance était la plus forte, et à montrer par des cas précis que quelquefois, s'il était extrêmement simple de faire une recherche. Je me souviens de l'avoir fait moi-même sur un Degas qui était une copie de Menzel, dont en une demi-semaine, il était facile de retracer l'histoire, et cette histoire n'avait pas été retracée pendant 50 ans. Donc, oui, on s'est focalisé là-dessus, mais je ne vais pas faire de personnalité, citer de nom, mais je peux vous assurer que, par exemple, avant la réunion, le supposé colloque qui a eu lieu un dimanche moins accueillant que celui d'aujourd'hui, à l'école du Louvre, l'organisation même de ce colloque avait été arrachée de haute lutte, et au terme d'une, si l'on peut dire, négociation téléphonique avec celle qui était alors directrice des musées de France, parce que malheureusement, je vous retrouve là, il n'y avait que le pouvoir de la presse et l'inquiétude que ce pouvoir engendrait pour faire en sorte qu'un certain nombre de conservateurs acceptent simplement que la question soit posée. Et je ne reviendrai pas sur les détails de cette journée. Pour compléter par ailleurs la réponse que vous avez faite, il faut quand même, c'est aussi une mesure qui est assez récente, à laquelle l'INP, l'Institut national du patrimoine, a été associé, les universités l'ont été aussi, à plusieurs reprises, et je pense qu'Emmanuel peut en parler encore plus en détail que moi, dans la formation désormais des conservateurs. On a fait des journées. Enfin, il me semble qu'il est impossible que depuis une demi-douzaine d'années, à peu près, une ou un jeune conservateur puisse être nommé dans un musée français sans avoir déjà reçu un certain nombre de séances, mettons, de formation et d'avertissement sur la question de la provenance. Alors, vous êtes parfaitement légitime, et je partage tout à fait votre sentiment, c'est infiniment trop tard. Mettons que ce soit l'un des rares effets bénéfiques d'une action commencée trop tard. Dans la formation des conservateurs, c'est tout de même désormais une question qui est explicitement posée. Alors que, bien évidemment, vous aviez tout à fait raison de poser la question de l'âge du directeur. Il est très probable qu'il n'a jamais été confronté à aucun enseignement dans ce domaine. Et nos conservateurs, nos jeunes conservateurs aujourd'hui, ne peuvent plus être dans la même situation. Oui, peut-être juste, pardon, je ne vais pas être trop long, mais quelques éléments en effet dans ce sens-là. C'est-à-dire que, alors évidemment, je travaille au ministère de la Culture, je le représente d'une certaine façon, ce ministère aujourd'hui. Je ne suis pas là pour dire qui a bien fait ou qui a mal fait par le passé et que nous sommes formidables aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Le colloque dont on parle, c'est 1997, le colloque à l'école du Louvre. Les choses ont heureusement en effet changé. Et un mot en effet sur la formation. Comme vous le disiez, les conservateurs ont dans leur formation d'un an et quelques mois un module de quelques jours uniquement sur cette question-là, avec un certain nombre d'interventions de spécialistes, d'experts et beaucoup de retours d'expérience et un travail sur les cas précis. Pour la première fois cette année, il y a eu également une formation pour les continus, c'est-à-dire pour les conservateurs en poste, et pas que les conservateurs d'ailleurs, les gens qui travaillent dans les musées. C'était la première fois, l'INP a refusé du monde, et il y avait un certain nombre de personnes responsables de musées qui se posaient des questions sur la recherche, mais aussi justement sur la façon de présenter les œuvres, comment dans un musée qui a quelques œuvres identifiées comme spoliées ou douteuses, les MNR, comment les présenter, que raconter au public,
Et une exposition comme celle-ci, ou l'exposition qui commence, il y en a une le 4 novembre qui commence à Grenoble au musée dauphinois sur Rose Valland et sur la recherche de provenance aujourd'hui. Ces expositions donnent également des pistes au musée sur la façon dont on peut... j'ai du mal à me bien me placer, pardon, par rapport au micro, sur la façon dont on peut présenter cette question-là. Et beaucoup de musées, enfin beaucoup, non, pas encore beaucoup, mais quelques musées qui ont 3-4 MNR font des salles spéciales, ont des panneaux spécifiques avec une explication plus générale, historique sur la question. Certains mettent en place des pages sur leur site internet pour présenter cette histoire-là. Et très lentement, ils l'ont fait avant les grands musées nationaux, et donc très lentement aussi, mais voilà, on y arrive. Les musées nationaux, le Louvre, a créé il y a 1 an ou 2, 1 an et demi, des salles, petites salles, peut-être difficiles à trouver de la vie de pas mal de visiteurs, mais il n'y avait rien avant non plus, deux salles consacrées au tableau MNR avec des explications rapides, qui ont fait publier quelques articles dans les journaux parce que l'explication n'était pas claire et on ne parlait pas vraiment du sort des Juifs pendant la guerre, ça a été rajouté. Mais il y a une volonté de montrer ces œuvres, d'expliquer, et à un rythme qui est en effet assez lent et qu'on essaye d'accélérer. Every country has its own historical narrative. In Portugal, the narrative is generally that they were a transit country. They were neutral, and it was a transit country, and there may have been art that passed through to South America and to the United States and the like, but they themselves did not retain anything. That is a narrative. It doesn't necessarily mean that it's true. In France, the narrative historically was that the Germans had occupied the country. I remember in 1995, I was working at the United States Holocaust Memorial Museum when Jacques Chirac, who at the time was a candidate to be president, came, and he came with a photographer, and he posed pensive pictures in front of the various displays in the United States Holocaust Memorial Museum. It was only later that things started to change in regard to this question of art as such. One of the most interesting things in the exhibition that is currently here, and Anne Weber and I both remarked on this, was that for the first time we were seeing the laws, the edicts, the regulations by Vichy, not by the Nazis, but by Vichy, for the taking of the various artworks from the Jews. It was a really quite major matter. Some of this problem of an historical narrative is a question for the society as a whole. Yes, there were historical commissions here in France, and yes, there was an understanding of this, but as time has passed, it's lost. There needs to be renewal, constant renewal, if you will, of the question of this nature of the history. I'm not talking about the responsibility of the younger generation. There is no responsibility by the younger generation, but simply the knowledge of the history. And I think that is actually quite important. I'm sorry, but as David Zivie is describing it, we are still looking at the MNR, which are things that were taken by the Nazis. Well, that's easy enough to deal with. But we're not looking at the question of displays in regard to Vichy and the like. Si je puis me permettre, pour aller dans, j'ai fait des études d'histoire dans les années 70. À ce moment-là, la période de Vichy était à peu près absente de l'enseignement et de la recherche en France. Et le premier ouvrage à travers lequel les étudiants en histoire dont j'étais ont commencé à avoir connaissance de quelque chose, est l'ouvrage de votre compatriote Paxton sur la France de Vichy, dans son édition américaine et dans son édition française. Mais grosso modo, et un jour j'espère qu'on fera des travaux historiques là-dessus, on peut dire que la mémoire de Vichy a été globalement occultée, y compris par le pouvoir gaulliste, de la Libération jusqu'au milieu des années 70 au moins.
pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques. C'était des années qui avaient disparu. Et puisque vous faisiez allusion à Jacques Chirac, j'allais dire, quoi qu'il en soit, il est quand même aussi celui du discours du Veldiv. Ce que l'on ne peut pas tenir pour complètement neutre. Emmanuel. Oui, tout d'abord revenir sur ce que dit Wesley Fischer. D'abord, un grand merci des compliments sur l'exposition qui va rentrer dans son 7e mois et pour lequel il y a eu pas mal de rencontres et pas mal de choses qui se sont passées autour. S'il y avait un message que je voulais faire passer dans cette exposition, et je pense que là, Wesley, et même si je vous ai fait visiter l'exposition au pas de course, et je tiens à m'en excuser, c'était bien la différence entre le pillage et la spoliation. C'est une exposition sur le marché de l'art, mais je voulais définir, in fine, que le pillage contrevient aux lois internationales de la guerre, il est sauvage, il ne laisse pratiquement pas de traces dans les archives. Le pillage est une affaire allemande, pour moi. Or, la spoliation, c'est le fait de dépouiller légalement une population de ses biens. Elle se fait dans le cadre d'une légalité formelle, celle de l'État français de 1940 à 1945. Et elle nécessite le travail de toute une bureaucratie et elle laisse de nombreuses archives. Et à ce titre, la spoliation est mise en œuvre par l'État français. Et c'est en ce sens que nous devons donner des réponses. Alors, je voudrais aussi revenir sur les moyens. Les moyens, c'est certes une chose, mais il y a aussi la possibilité de faire sans trop de moyens. Par exemple, au cours de cette exposition, je présente le bottin des administrateurs provisoires, dans lequel je présente un administrateur provisoire qui a un lien avec une affaire assez importante d'une vente qui se situe à Nice. Or, nous avons ici, au mémorial, numérisé le bottin des spoliés en 3 tomes, qui est véritablement important, qui est très peu consulté et qui peut être consulté au 4e étage dans l'ancien centre de la documentation juive contemporaine, dans un feuilletoire que vous pouvez consulter. Vous pouvez aussi regarder le bottin des administrateurs provisoires, ça c'est véritablement important. C'est un bottin très épais qui donne des indications. Il est déjà numérisé et il est consultable en feuilletoire. Vous dire enfin qu'au cours de mes travaux réalisés sous l'autorité de Philippe, eh bien, j'ai réalisé une base, la base de Marguerite Torrent, une des assistantes de Rose Valland, pour lequel eh bien, nous avons un numéro d'OBIP et nous avons un numéro de CRA. Cette base Marguerite Torrent, je l'ai donnée au mémorial, nous y travaillons. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que par exemple, Georges Lévy, qu'on voit juste derrière moi, voici, et la personne qui a été spoliée de ces fleurs dans un vase d'Odilon Redon, qui a été restituée par la maison Sotheby's en janvier 2019. Donc vous dire que nous avons ici, sans avoir beaucoup de moyens, c'est déjà fait. La base sera en ligne à l'instar de la base sur les bibliothèques, la liste des juifs qui ont été spoliés des bibliothèques. Nous allons avoir, grâce à cette base, la liste non exhaustive, bien évidemment, non exhaustive, mais pour autant, c'est un début. Et puis, dans les micro-actions, parce que moi, j'adore la micro-histoire, mais j'adore aussi les micro-actions, eh bien, c'est un séminaire de 5 séances à l'IDAC, l'Institut Droit, Art et Culture au sein de l'Université Lyon 3, pour lequel il y a juste à me payer les billets aller-retour et bien évidemment mon enseignement, mais avec 16 élèves dont la formation est moitié juriste et moitié historien, nous travaillons avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon sur les MNR et chaque groupe d'étudiants eh bien,
travail et restituera son travail à la directrice des musées des Beaux-Arts. Vous dire également que lors de l'inauguration, eh bien, nous avons eu un fort beau discours du ministre de la Culture, M. Frank Riester, et pour lequel je dois avouer que nous avons aussi le concours très important des musées, et je tiens à le signaler. Nous avons travaillé avec le musée des Arts Déco, qui nous prête un feuillet de Constantin Guise. Nous avons travaillé avec le musée d'Orsay, nous avons travaillé également avec le musée du Louvre, et je dois le dire, c'est sur l'intervention de David Zivie. Donc les choses vont doucement, il est vrai, il y a des micro-actions, mais il y a aussi la possibilité de faire des choses, de faire avancer des choses avec très très peu de moyens. Weber ensuite. J'essaie de répartir également, mais c'est compliqué. Thank you very much. Yeah. Oh, do you want to speak first, Agnes? You go. Please. Okay. Well, first, I fully agree with Wesley on the historical baggage that this whole issue carries even today. Responsibility for Vichy crimes is still an issue. The French government is not necessarily always standing up to its highest when it's an issue of restitution. I think there is a change in terms of how museum directors look at this issue, because 20 years ago, no one thought that 20 years later we will be at this stage, especially not in France. Everyone thought that this would be done fairly quickly. France was hoping that the MNR collection would be somehow addressed, and then everything will dissipate. And if a museum director knows that he has an issue, but only for a few years, a museum director will not allocate major resources to deal with that issue. I think today they must understand that this issue is going nowhere, because provenance research today is very relevant not only for Nazi-era looted art, but contemporary looting. In France, as you know, the colonial asset issue came up, and we'll see how much political will is there to address that issue. But provenance research is a fixture of museum life from now on, whether the museum directors like it or not. So I think if France would enable more researchers to be trained, then eventually they would have these positions at the museums, because this is what we have seen in Germany. First, we didn't have the researchers, so there was always an issue of how can a museum quickly respond to any request. Today, the German language provenance researchers number hundreds. And today, if someone would like to hire an expert in Germany, they should be able to find someone who's been trained. I think that will come to France as well. And once you will have the trained researchers looking for jobs, it would be much easier also for a director to raise the funds to create new positions. So I do think, although I sort of go back to where we left it maybe 3-4 rounds before, why French museums are not doing more and my research is going so slow, it's again twofold. We need more professionals, and we need the willpower of the museums. The missions establishment in that sense is a great step ahead, because now there is a government entity that oversees this issue, who can hopefully raise funds and provide help to the museums. I also think that it's not an accident that in the same time the mission was established, more commissioners were allocated to the CIVS. So now the CIVS also has more expertise in dealing with art matters. And we can just only hope that one day France will enact the accession law and would actually enable artworks to be returned to their rightful owners. Because today, if a work has not been returned from Germany, but was spoiled by the Germans or by the French in France, and never been taken out, those works cannot be returned today to the rightful owners, which is a major problem
as many of us see in terms of how France deals with these issues. I thought what Emmanuel you said, I think you brought us back to what this is all about, really. Because yes, there's a question of training people. Yes, there's a question of all the work that needs to be done. But actually, the centre of all this is, why are we doing it? Why does it need to be done? It's because it wasn't just those MNR works that were that may or may not have been stolen, but there are thousands of works that were stolen from people in France, which have never been returned to them. And there are families from France, in France, all over the world, who are looking for those works of art. So it is really the responsibility of the museums to do this work, whether or not they are fully trained to do it, and whether or not they have the maximum resources to do it. Because if we wait till they do, then we'll be here in another 20 years talking about how many more museums need to do the work, and all those families who were looking for their works won't have found them, and they will have died, or then it'll be the granddaughter, the great-grandchildren, whatever. So I want to give you, it seems to me it's a question also of political will, and it's a question of making statements. It's a question of making commitments, making public commitments. So what I think would be good is that, Wesley very correctly pointed out, the focus on MNR has in a way allowed the museums not to have the light shed on them. The foundation of the mission gives the opportunity, I think, for the museum, for a statement of intent to be made by the museums, for the museums to say, we are going to do this work. We don't all have enough resources, but we will do what we can with the resources that we have. I will give you an example. In Britain, for example, in 1998, the British museums, like museums in America, but the British museums published a statement of principle. They had no resources, they had no training at all. They still have very little training. We have one provenance researcher in all the museums in the UK. Yet, in 1998, they published a statement of principles saying that what they would do is it was their responsibility to check their collections, and any works whose provenance was not clear or was definitively looted between 1933 and 45 must be published. And within 18 months of that, every single museum published an action plan saying what they had in every part of their collection. Every museum published, we had 3,000 works that were published within 18 months. So it is not impossible to do. One doesn't have to wait. And it's a question of the priority that you give it. Agnes, you also mentioned the question of deaccessioning. There is no point doing the work unless the museums are going to be able to give the works back. Why even do it if you can't give it back? So there must be, again, it's a question of political will. I mean, I want to say about David, I mean, he knows that his report that he wrote was, I think, is absolutely excellent. If any of you haven't, I mean, it covers every point that needs to be done. But it's then a question of, I mean, he addressed all these points, a question of implementing it. And there needs to be a question of, at the highest political level, a law needs to be brought in so that if looted works and works of art are found in French museums, they can be returned. And the family doesn't, I come back to the families do not have to wait another 10, 15, 20 years to be able to get their works of art back. Again, let me give you the example of the UK. Don't think that the British museums were in any way interested in giving works of art back. Absolutely not. I mean, they fought tooth and nail not to give anything back. They said that it couldn't be done. There was a law which prevented them from... There was no law, again, in the UK. National museums were barred from returning any works of art. Nonetheless, we managed to get a law passed which said that if looted works of art were found, and the panel that deals with claims recommended that they should be returned, found that this was a successful claim, then the work of art could be deaccessioned, the work of art could be returned. That law has now been made, as of July, indefinite. So the museums have no reason, and the museums have come round. So I don't think, well, we understand the history of why it has taken so long. I don't think we can allow the history to hold everything back.
There's really a question we have to move forward, and you have to think about all those hundreds and hundreds of families for whom this is painful. This is seriously painful. It's not like people think it's just about a work of art that hung on the wall. It's not. It's about their lives. It's about what happened to them, to their families. It's something which is even in the third generation, is very powerful. It's very emotional. So I just think that we need to have implementation of this. We need to have leadership, and we need to have the government saying that this is what's, and the museums themselves saying, committing to doing this with or without resources. I would like to make 2 points. One is that we are here talking about works of art, primarily paintings. But in fact, there is a great deal more. Martine Poulin, who is here, has pointed out that actually there is the equivalent of the MNR in regard to the books. That is a major issue as well, but no one knows about it. I mean, Madame Poulin has written on the matter, but I don't think that except for expert groups and libraries that anyone knows about this. There's also an issue in regard to Judaica, in regard to ceremonial objects, which are here in France, where they are heirless because the provenance research has not been done on them, which is another matter. The other point I'd like to make is that museums concerning the history of the Holocaust, of which the Mémorial de la Shoah is an important one, have generally not looked at the theft. They have not looked at the theft, they have not looked at restitution and the like, possibly for various reasons, but the main ones seem to be because most such institutions are afraid of anti-Semitic stereotypes. The Jews are interested in money and rich and this sort of thing. But also because essentially the tragedy of the deaths, this is after all a theft in which the people from whom these things were stolen were then murdered. The murders are so much more compelling, morally and emotionally, than the theft. The Mémorial is one of the very few exceptions. I have only seen something vaguely like this, and it's nothing on the level, in the museum in Budapest, the original museum, not the one they're trying to put up. Indeed, this is an issue. I must tell you that I myself was a victim of this prejudice. In the 1990s, the United States Holocaust Memorial Museum was called upon to deal with the Swiss bank settlement for the Congress. It's a government museum. And the museum didn't want to do it because they didn't want to be involved with anything having to do with assets, with property. What did they do? They took me away from the research institute, of the research part of the museum, and made me a special assistant to the director so that I would deal with the Congress and so forth on these matters, and eventually I became one of the assistant directors for the Washington Conference. But I was never to speak to or see the director of the museum. Crazy, but that was the case. Oui, sur le temps et sur ce que nous avons à faire, je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en effet, il y a 20 ans, on en parlait déjà, mais toute cette action s'inscrit justement dans le mouvement lancé par le discours du président Chirac en 1995 de reconnaissance de la responsabilité de la France dans la persécution des Juifs pendant la guerre. Et finalement, les œuvres d'art arrivent à la fin, après qu'on a traité le reste. Alors, est-ce que le reste et les crimes dont on parlait à l'instant paraissent plus importants? Oui, c'est bien souvent, et c'est sans doute assez normal, mais on vient après 20 ans, par exemple, de politiques d'indemnisation menée par la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, qui a traité
30 000 dossiers d'indemnisation pour l'ensemble des spoliations. La spoliation artistique dont on parle aujourd'hui, ou dite artistique, ça n'est qu'une petite partie, évidemment, de la spoliation subie par les Juifs pendant la guerre. Je crois que tout le monde le sait, et encore plus ici. Mais c'est toujours aussi assez bien, je pense, important de le rappeler, parce que, à force d'être parfois dans nos sujets très concentrés sur des sujets d'histoire de l'art et de provenance, on peut avoir tendance à oublier le contexte. Et donc, on a eu pendant 20 ans une politique qui se prolonge. Il n'y a pas eu de limite fixée à cette politique. On peut toujours déposer un dossier à la commission. Il y a eu donc pendant 20 ans 30 000 dossiers, dont 10% concernant les œuvres d'art, d'indemnisation des spoliations immobilières, bancaires, pour l'ensemble des chefs de spoliation pendant la guerre. Et donc maintenant, nous avons les œuvres d'art et nous arrivons un peu tardivement sur cette question, mais je crois que c'est important de montrer aussi que nous nous inscrivons dans cette politique-là, dans cette recherche sur les œuvres. Il ne s'agit pas de consentir à restituer simplement, il s'agit de s'inscrire dans une politique de réparation et d'être vraiment dans le droit fil de la politique menée par la France lente, mais depuis 1995. Et le fait que d'ailleurs, ce n'est plus le ministère de la Culture qui va décider de restituer, mais une fois que les recherches sont faites, c'est la commission pour l'indemnisation la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation qui va proposer une recommandation. Je crois que cela montre aussi le fait qu'on s'inscrit dans cette politique-là. Ce n'est pas une politique patrimoniale, on ne gère pas les collections de l'État, ce ne sont pas les collections de l'État, ça ne devrait pas être les collections de l'État, ce sont des morceaux, des collections de personnes privées, persécutées, qui ont perdu ces collections-là. Et donc, la table ronde suivante, le président de la CIVES sera présent. Nous travaillons ensemble, mais ce n'est pas qu'une question d'organisation administrative, c'est aussi un état d'esprit un peu différent. Et on s'inscrit dans cette politique de réparation. Et juste un mot peut-être pour expliquer les allusions qui ont été faites à la question en anglais, de-accessioning law, c'est la question de comment restituer les œuvres qui sont entrées dans les collections. Excusez-moi, ça résonne tout le temps. Comment restituer les œuvres qui sont entrées dans les collections nationales ou les collections publiques. Les MNR, encore une fois, c'est simple. En tout cas, c'est simple. Une fois qu'on veut restituer, c'est simple parce que les œuvres n'appartiennent pas à l'État. On peut les restituer. On met fin à la garde provisoire que nous avions sur ces œuvres. En revanche, les œuvres qui sont rentrées normalement dans les collections, elles font partie du domaine public. Et vous savez qu'en France, on protège les collections publiques et elles sont inaliénables. On ne peut pas faire sortir les œuvres, quelle que soit la bonne raison que l'on pourrait mettre en avant. Et donc, il y a plusieurs discussions juridiques en ce moment pour soit modifier la loi, soit trouver un autre, et le plus rapidement possible, un autre moyen de faire sortir les œuvres lorsque tout le monde est d'accord et lorsque la spoliation a été démontrée. Et c'est cela à quoi faisaient allusion les différents intervenants. C'est très attendu. La Grande-Bretagne l'a fait récemment. Et évidemment, nous avons besoin de le faire parce que si nous sommes tous d'accord pour restituer, mais que finalement nous avons un blocage juridique pour le faire, nous n'aurons pas l'air très, très malins par la suite. Et un dernier mot pour dire aussi que la question des livres est majeure aujourd'hui. Vous l'avez dit, Martine Poulain a tenté, je crois, de chiffrer, d'estimer le nombre d'ouvrages volés, au moins 5 millions en France pendant la guerre. Et les bibliothèques publiques ont l'équivalent des œuvres MNR en nombre bien plus importante. 15 000 à peu près ouvrages qui sont répartis dans les bibliothèques publiques et qui ont été spoliés, et puis encore d'autres dizaines de milliers de livres qui ont été achetés par les bibliothèques après la guerre. Et nous essayons, les bibliothèques, pas la mission directement d'ailleurs, mais beaucoup de gens très, très impliqués dans les bibliothèques publiques, essayent de retrouver ces livres, de les réidentifier. On les a perdus de vue. Donc on sait encore moins de choses sur ces livres que sur les tableaux MNR ou les œuvres d'art MNR. Et on essaie de les ouvrir tous un par un pour peut-être retrouver une marque de provenance, un ex-libris, une annotation. Et chaque semaine, je regarde Martine, mais chaque semaine en ce moment, nous avons un ou deux noms qui apparaît et qui permettra une restitution. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais pour compléter sur les livres. Just very quickly, because as Anne said before, in the UK it was also not possible to return art, but the UK passed the legislation to enable it.
In Germany, there were a lot of legal issues whether they can or cannot return the art under the current regime, and the government made the decision that they can. And they just went ahead. Austria passed the law. Holland, you can, most of the cases at least, get back your works, even if it was in a government collection. So there is a group, even in the Czech Republic, you can get works back. Let's look at the other side. That's Russia, Hungary, Poland. So where would France like to belong in the near future? Which group, may I ask? If there is a political will, the law could be passed. Si je peux ajouter quelque chose sur le problème de l'inaliénabilité des collections nationales, comme David Livy le sait aussi bien que moi, il y a un sujet de débat qui n'est évidemment pas absolument comparable à celui des pillages des collections et des biens appartenant aux familles juives. C'est la question des restitutions d'un certain nombre d'objets de provenance coloniale. Et sur cette question, si j'en crois un certain nombre de déclarations, il semblerait que l'inaliénabilité ne soit plus considérée comme une règle absolument intangible. Oui, alors la question fait l'objet d'un débat très important depuis les déclarations du président de la République il y a 2 ans annonçant la restitution permanente ou provisoire d'un certain nombre de pièces venant d'Afrique à l'époque coloniale. Il y a eu le rapport de Bénédicte Savoy et Felwine Sarr qui proposait en tout cas potentiellement la restitution de toute œuvre entrée entre la colonisation 1870-80 et l'indépendance dans les années 60. Alors l'inaliénabilité n'est pas non plus totalement remise en cause parce que la piste qui est empruntée pour le moment, visiblement, c'est quand même le passage d'une loi alors soit une loi générale permettant la sortie des œuvres, et c'est la même chose que nous voudrions faire pour les spoliations nazies, mais peut-être, ce qui est plus compliqué, une loi spécifique pour chaque cas, ce qui évidemment est quand même possible si ça n'arrive jamais, ou une fois de temps en temps, mais si on doit passer au Parlement une loi pour chaque œuvre d'art ou chaque livre, évidemment ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, sur la question de l'origine des œuvres d'origine de l'époque coloniale, la solution n'a pas été encore complètement adoptée. On attend des déclarations ou des décisions, en tout cas du gouvernement plus précises. J'en profite aussi d'ailleurs pour dire que ce sont évidemment, vous l'abordez aujourd'hui, ce sont des questions très proches des nôtres, de celles qui nous intéressent aujourd'hui, et en même temps très, très différentes. J'enfonce une porte ouverte, mais il y a des questions de droit assez proches. Donc, comment faire sortir des musées ou des œuvres que l'on veut faire sortir, même si on est tous d'accord, voilà, comment la loi peut le permettre, ou comment la loi peut ne pas l'interdire. Ensuite, évidemment, il y a des différences de circonstances, de différences historiques, et nous avons choisi, en tout cas en France, d'ailleurs, de traiter ces sujets-là de façon plutôt séparée. Mais vous ne faisiez pas de commentaire, d'ailleurs, sur la façon de le faire, mais ce qui est intéressant de voir que dans d'autres pays, en Allemagne notamment, c'est le même centre de recherche qui finance la recherche sur les spoliations de la période nazie et sur la période coloniale. Et c'est finalement en Allemagne que des décisions ont été prises plus rapidement sur un certain nombre de sujets liés à la période coloniale. En tout cas, côté français, on a décidé de traiter ces sujets séparément. Et d'ailleurs, parfois à l'étranger, on me demande si je m'occupe aussi de l'Afrique. Et je suis assez content de répondre que ce n'est pas le cas. Mais voilà, nous considérons que ce sont aussi deux questions différentes. Oui, ce sont évidemment des questions historiquement différentes. Une partie des biens africains sont issus de pillages, pur et simple, et de butin de guerre. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous demander, madame, puisque vous parliez de l'exemple de la Grande-Bretagne, qu'est-ce que le British Museum compte faire? Je ne vais même pas vous interroger sur les marbres du Parthénon, rassurez-vous, mais qu'est-ce que le British Museum va faire de sa collection de bronze pillés à Benin City par les troupes britanniques en 1895, les rendre au Nigeria? I think that's a long way
away. Sure, yes. I think the British position, and I think it's shared by museums elsewhere, is to now say, okay, what we need to do, and this is the long view, of course. This is what we need to do is we need to train. You know, after all, it's not possible in Nigeria for for people to look after these objects. They aren't trained. They don't have museums. They don't have. So what we will do is we will train curators, and then we will loan these works to them as long-term loans. But it's a very long thing. And they also the view is that works of art, there is still this view, which was, I think, first defined in 2000 by the British Museum and adopted by all international, the Louvre is party to it, the Declaration of the Universal Museum. And it was a rather interesting idea that perhaps you might think that the museums did it obviously to ensure that they could keep everything, but said that, you know, the works of humankind belong in a few international depositories where people can come from all over the world. They can come to London, they can come to Paris, they can come to New York and to Berlin, and they can see the works from everywhere. They don't have to go to Nigeria. But that's, of course, not the way that the Nigerians feel about it. I don't think it's an accident that the German Center is financing provenance research on different areas, because provenance research has today became a profession. It has its standards, and provenance research is the same no matter what gap you have in a provenance or no matter what issues you have. But basically you try to establish is legal ownership. Who owned the work? As long as you can trace it back, and whether the person or entity who owns it today is the legal owner or not. Whether you're looking at different archival information for World War II, for trophy art, because the German Center also finances the research for trophy art, or whether other spoliations, it's a secondary issue to it. But if I may go back again to the deaccession law, I have one more point to make, and maybe that would be useful for David in his endeavors to try to change the situation. Recently, it is my understanding that the French court held that a private individual in the US had no expectation to ever acquire ownership right because the artwork was looted in France. So how come in France an individual has no expectation to ever becoming the owner, but the French government had an expectation for the works that they spoiled during Vichy to become the owners of? Oui, en fait, c'est ça le paradoxe. Mais aujourd'hui, un juge français peut donc ordonner la restitution d'une œuvre qui appartient à un propriétaire privé, quel qu'il soit, de quelque nationalité qu'il soit, et qu'il a acheté à titre personnel de bonne foi il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. C'est l'affaire du Pissarro de monsieur et madame Toll qui l'ont acheté il y a 20 ans et qui a été spolié à la famille de Jean-Jacques Bauer. Et donc le juge a considéré que c'est une œuvre, cette œuvre doit être restituée alors même qu'elle appartient à une personne privée qui l'a achetée il y a peu de temps. Aujourd'hui, en fait, c'est possible aussi pour les collections des musées, c'est-à-dire que quelqu'un peut assigner l'État devant le juge, non pas administratif, mais devant le juge judiciaire, qui est le juge de la propriété privée en France, et il peut demander, notamment de la même façon que cela a été fait pour ce Pissarro, l'annulation de la vente initiale ou de l'acte initial pendant la guerre qui était un acte de contrainte, un vol ou une vente d'arianisation de Vichy. Et de par cette annulation, l'ensemble de la propriété d'aujourd'hui de l'État tombe. Et donc, un juge peut ordonner à l'État de restituer une œuvre de ses collections nationales. Et là, la loi n'empêchera pas la restitution. Donc, ce qui est un peu paradoxal, c'est que même si l'État est d'accord pour restituer une œuvre, dans l'état du droit actuel, il devrait quasiment inciter les propriétaires à poursuivre l'État devant le juge pour simplement acter que nous sommes tous d'accord et qu'il faut restituer l'œuvre. Donc, comme c'est une procédure qui est un peu étonnante et un peu chronophage aussi, c'est pour cela que nous devons avoir cette
un nouveau dispositif permettant de sortir les œuvres des collections nationales. Mais c'est possible, et d'ailleurs, on en parle un peu dans la presse ces temps-ci, il y a eu un cas récent où une famille a demandé la restitution de 3 œuvres qui appartiennent à l'État ou à une collectivité locale. Donc voilà, le juge peut l'ordonner pour les collections de l'État, mais lorsque nous sommes d'accord pour le faire, c'est vrai que nous aimerions éviter de passer devant le juge et de demander aux requérants avec lesquels nous sommes d'accord de passer devant le juge, ce qui n'a en effet pas beaucoup de sens. Y a-t-il des questions ou des remarques ou des interventions dans la salle? Madame, au deuxième rang. Merci de préciser peut-être à qui vous adressez votre question dans la rangée d'interlocuteurs devant vous. Thank you all for a wonderful panel. My question is to David Zivie and to you, Philippe Dagen, concerning practical matters, how you're going to track the publication of provenance by French museums. Right now, there are over 300 museums which are categorized as art museums in France. Very few publish provenance online. So what's the project plan? Who publishes online the list of all these museums, where they are in publishing provenance? And I don't mean complete provenance. I mean publishing whatever it is they happen to have available for every item in their collection that was acquired prior to 1945, which can be simply a mention, credit line, or no information if that's all there is. So who tracks that? Who publicizes it? Who makes sure that the project is moving forward? It could be, for example, the French state or the commission. It could be journalists, for example, that have a dashboard or a tableau de bord, something like that. It could even be the claims conference. But so who's going to do that work? C'est en effet c'est une tâche énorme. On part de à peu près rien sur cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne publie pas ou quasiment pas la provenance des œuvres. Donc on l'a vu dans les salles, mais il n'y a pas beaucoup de place, mais sur les sites internet non plus. Les plus grands musées nationaux, voilà, c'est juste un constat, et les choses changent aussi peu à peu, non, de toute façon, ont leur collection en ligne sur des moteurs de recherche plus ou moins performants. Le Louvre va, je crois, enfin, ils le disent eux-mêmes comme ça, mettre en ligne l'ensemble de leur collection, pas nécessairement avec beaucoup de provenance pour le moment. Par exemple, sur les œuvres MNR, qui ne sont qu'une partie du problème, comme on l'a dit, il y a plus d'une centaine de musées qui ont une, deux, trois œuvres MNR, et beaucoup de ces œuvres beaucoup de ces musées, n'ont pas de site, ne publient pas leur collection en général, donc a fortiori encore moins leur provenance. Donc ça fait partie des nombreuses missions ambitieuses que nous avons, de passer un peu derrière les musées, d'encourager les musées à faire ce travail-là. C'est une réponse qui n'est pas encore totalement satisfaisante, mais nous, encore une fois, je reviens à la commande passée par le président du Louvre à ses services d'identifier les œuvres pour lesquelles la provenance est floue, en tout cas incertaine pour la période 33-45. C'est le premier pas qui permet ensuite de publier. Donc il y a la recherche à faire d'abord, évidemment, et ensuite la façon de publier, la façon de faire connaître le résultat pour que justement on puisse dire voilà, telle œuvre ne pose pas de problème, telle œuvre reste incertaine, et si on sait que telle œuvre est spoliée, normalement la restitution est possible et on ne doit pas garder une œuvre spoliée. Donc ça fait partie du mouvement d'ensemble que nous lançons avec nos collègues dans les différents musées, avec des instructions qui existent déjà en partie, des instructions du ministre à l'ensemble des musées de France. C'est un label, les musées de France, il y en a 1200. Chacun doit faire
une part du travail. C'est, en même temps, on l'a dit, c'est une recherche nouvelle, donc on part d'assez loin. Donc voilà, ma réponse est assez peu satisfaisante sans doute. En tout cas, le chemin est très long devant nous. Mais nous voudrions, justement, on a commencé à en parler avec un certain nombre de musées, que cette recherche progressive soit publiée pour montrer voilà, qu'on a passé en revue 5, 10, 100, 1000 œuvres et que là-dessus, je ne sais pas quel pourcentage pose problème. Et que ce soit voilà, rendu public comme ça commence à être fait dans un certain nombre de pays, pas partout, mais beaucoup sont en avance par rapport à nous. Il y a eu très récemment à Berlin une restitution d'œuvres d'art cette restitution qui fait l'objet d'un événement public, c'était très largement diffusé, d'œuvres dont la famille Deutsch de la Meurthe avait été spoliée, qui ont été restituées aux descendants de la famille, qui entre-temps sont alliés à la famille Gradis, famille bordelaise d'armateurs. J'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous a suivi cette restitution et pourrait donner quelques éclairages sur la manière dont ça s'est passé. Est-ce que c'est rentré dans le contexte de ce qui a été discuté ici? Est-ce qu'il y a eu une coopération franco-allemande sur cette restitution? Et par ailleurs, mais alors là, c'est hors sujet, mais ça a entraîné aussi un certain nombre de discussions assez intéressantes sur l'histoire de la famille Gradis, qui, à Bordeaux, a bâti toute sa richesse sur la traite transatlantique d'esclaves, mais ça, c'est un autre sujet. Juste un mot, mais ça permettra de parler de la collection, ou la soi-disant collection Gurlitt. Je ne connais pas bien le dossier, enfin la façon dont les recherches se sont passées. Peut-être Emmanuel en sait un peu plus sur ce cas-là. Donc ce sont des œuvres qui ont été... alors je ne crois pas retrouvées directement chez Cornelius Gurlitt à Munich ou à Salzbourg, mais c'était des œuvres qui avaient gardé la sœur de Cornelius Gurlitt. Donc c'était des œuvres qui avaient été achetés dans des conditions voilà, qu'on ne connaissait pas, mais qui ont été élucidées par Hildebrand Gurlitt, ce marchand d'art, ce marchand pour le compte des nazis qui achetait beaucoup en France pendant la guerre, on en parle dans l'exposition, et chez le fils duquel on a trouvé 1500 œuvres, sans doute pas toutes spoliées, mais un certain nombre, en tout cas de provenance très incertaine. Et donc ces dessins étaient, je crois, passés à la sœur de Cornelius Gurlitt, et donc c'est dans le cadre des recherches qui ont été menées depuis quelques années qu'on a identifié ces dessins, et que les propriétaires actuels est-ce qu'ils ont accepté, je crois de quelle bonne volonté ils l'ont fait, je ne sais pas exactement, mais ils ont été donc restitués à la famille. De façon un peu plus générale, ça permet donc de rappeler qu'il y a en effet des travaux de recherche importants, et Emmanuel Pollack a participé à cette task force en Allemagne, donc de recherche de provenance sur l'ensemble de ces œuvres trouvées chez Cornelius Gurlitt. Une partie donc est considérée comme ne posant pas de problème parce que tout n'a pas été spolié. Donc ce sont les œuvres qui sont au musée des Beaux-Arts de Berne, puisque vous savez aussi peut-être que Cornelius Gurlitt, avant de mourir, a légué toute la collection en cadeau un peu empoisonné au musée des Beaux-Arts de Berne. Donc les œuvres qui sont considérées comme propres entre guillemets restent à Berne, et les autres sont en cours toujours, font l'objet de recherches. Et donc il y a eu cette restitution récemment. Il y a eu une restitution en début d'année, je laisserai Emmanuel compléter, d'un tableau de Thomas Couture qui appartenait à la famille Mandel, restitué par les Allemands. Et donc il y a un travail en partie conjoint, en tout cas il y a des échanges entre la France et les Allemands et puis d'autres chercheurs pour essayer d'en savoir un peu plus sur ces œuvres. Il y a eu peu de restitutions encore de cas élucidés pour les œuvres trouvées chez Gurlitt, 6 ou 7. C'était le 7e cas récemment, le 6e en début d'année, donc vous voyez que ça prend beaucoup de temps. Mais on est dans ce cas très particulier qui a fait couler beaucoup d'encre de l'ensemble d'œuvres trouvées chez Gurlitt. Oui, juste un mot, pardonnez-moi. Juste un mot pour vous permettre de voir l'exposition et d'aller au premier étage et dans la dernière salle, l'atelier du chercheur de provenance, dans lequel on présente ce portrait de femme assise de Thomas Couture, retrouvé dans la collection Gurlitt en 2012, et pour lequel on m'a demandé de faire des recherches en tant qu'experte de la task force, et pour lequel en août 2015, j'avais l'information
l'information que cette œuvre était passée dans la collection de Georges Mandel. Georges Mandel, grand homme d'État juif, assassiné par la milice française en juillet 1944 à Fontainebleau avec Jean Zay, n'avait pas la possibilité de nous dire ce qu'il avait ce qui manquait dans sa collection et ce qui avait été pris. Or, sa fiancée Béatrice Bréty, sociétaire de la Comédie Française, laissait une petite note dans laquelle elle disait « Je me souviens que dans le petit salon, il y avait un portrait de femme assise de Thomas Couture dans lequel il y avait un trou au sein du décolleté. » Et forte de cette note, je l'ai transférée alors en 2015. Elsa Vernier-Lopin travaillait avec moi et nous avons transféré cette note. Et finalement, nous avons un peu entendu parler. Et puis, les recherches ont été reprises un peu plus tard. Et Inès Rothermund a demandé cette vérification. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'on avait donc l'information dès 2015. Et l'œuvre a été restituée. Vous dire que n'étant plus au sein de la task force, j'ai pu mener ma propre enquête et tout faire pour essayer de retrouver les ayants droit de la famille Georges Mandel. C'est ainsi que je suis tombée sur monsieur Marcel Wamser avec beaucoup de joie et avec l'énergie de Marcel Wamser, eh bien, il a été à même de retrouver Mercedes Estrada, la petite fille de Georges Mandel. C'est à ce titre que le 8 janvier 2018, eh bien, l'œuvre a été restituée à Mercedes Estrada par Monica Grütters, ministre de la Culture. C'est une question, les restitutions. Alors l'État devrait avoir sa part pour faire en sorte qu'il y ait une loi. Je trouve que ce serait indispensable, mais aussi la question c'est est-ce qu'on indemnise quelque part tous ces gens, toutes ces familles? Est-ce qu'on leur restitue leurs biens, mais est-ce que derrière, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une indemnisation? Est-ce que ce serait vraiment quelque chose de moral un petit peu par rapport, je ne sais pas, à un monde entier d'ailleurs, à l'ONU et tout ça, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc, merci. Oui, alors on l'évoquait tout à l'heure rapidement. Depuis, en fait, on célèbre en fait le 20e anniversaire de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, qui est une commission créée dans la foulée de la mission Matteoli sur la spoliation des Juifs de France 1997-2000. Et donc en 1999 a été créée cette commission qui est chargée d'indemniser les familles, les victimes ou les descendants des victimes de spoliation antisémite. Donc, pour l'ensemble des chefs de spoliation, et comme je le disais tout à l'heure, la spoliation des œuvres d'art, ça n'est qu'une petite partie des spoliations. Tout le monde n'avait pas d'œuvres d'art. Mais donc, cette commission a dépensé, je crois, enfin, l'État a dépensé plus de 500 millions d'euros depuis 20 ans pour indemniser les familles, donc pour les spoliations des immeubles, des biens matériels, des comptes bancaires. Et la commission existe toujours. Et puis, à cette table, dans quelques minutes, vous aurez le président de la commission donc, qui fait ce travail. Et donc, pour les œuvres d'art aussi, il y a une indemnisation. Et c'est vrai que ça permet quand même de rappeler juste un point sur les œuvres d'art et les livres spoliés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des musées, c'est normal. Certains autres dimanches, ici même, on a parlé du marché, on a parlé des maisons de vente. Les œuvres spoliées sont en partie dans les musées et il faut les identifier. Une autre grande partie, et peut-être d'ailleurs une plus grande partie des œuvres toujours manquantes, on estime qu'il y a 100 000 œuvres qui ont été volées en France pendant la guerre, 60 000 ont été retrouvées après la guerre et ramenées en France. Il y en a toujours 40, peut-être plus, tout n'a pas été déclaré, qui sont quelque part. Et donc les œuvres sont aussi sur le marché, sont quelque part, et elles ont disparu. Et donc vous pouvez demander à la commission, n'importe qui peut, enfin la famille peut demander à la commission l'indemnisation d'œuvres qui ont disparu. Et c'est aussi notre rôle avec la commission que de comprendre ce qui s'est passé dans chaque famille, avec parfois très peu d'éléments. Évidemment, les gens n'ont pas beaucoup d'éléments précis, de souvenirs précis. Et la commission propose une indemnisation pour des œuvres qui ont disparu. Et donc, l'État ensuite verse à la famille, aux nombreux ayants droit. Le temps a passé, donc les ayants droit sont souvent nombreux. Le montant, alors il y a des débats sur la valeur, la façon d'évaluer
les œuvres, mais c'est l'œuvre à sa valeur des années 50 au plus tard. Mais voilà, il y a beaucoup de dossiers et nous traitons les dossiers avec la commission, tous les jours. Donc oui, l'État indemnise tout type de spoliation antisémite pendant la guerre. We have been talking here about restitution and the actual artworks. However, in that regard, we've been doing some things which may be seen as critical of France. However, something that France has done, which is absolutely wonderful, is the fact that the CIVS has been compensating people for lost artworks. Whether they have done it perfectly or not is a different discussion, perhaps, but the fact is that no other country that I am aware of has a program similar to the CIVS in this regard, and that is actually very, very good. Oui, bonjour. Pour répondre, j'avais une autre question, mais pour répondre à ce que David Zivie vient de dire, est-ce que la CIVS qui a versé, et je dois dire que moi-même j'ai touché, et mes parents ont touché aussi de l'argent des indemnisations, mais est-ce que c'était l'argent de l'État ou est-ce que c'était de l'argent qui avait été déposé à la Caisse des dépôts, qui avait été récupéré auprès des Juifs? Bon, ça, c'était ma première question. Et mon autre question à Emmanuel Pollack, c'est que vous avez dit vous aviez établi une liste des spoliés qui se trouveraient ici, au mémorial. Est-ce que les peintres, parce qu'on parle beaucoup du marché de l'art, c'est-à-dire on parle beaucoup des collectionneurs, des galeries, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord les peintres eux-mêmes, les artistes qui ont été spoliés de leurs œuvres. Mon père, quand il est revenu à Paris, toutes ses œuvres avaient disparu, il ne les a jamais retrouvées. Et donc, est-ce que vous avez la liste de toutes ces spoliations, de tous ces spoliés ? Sur la question du financement, les indemnisations versées par l'État sur recommandation de la Commission, les crédits viennent du budget de l'État, donc ce sont des dépenses d'aujourd'hui avec de l'argent d'aujourd'hui du budget de l'État. L'argent qui a été conservé pendant des décennies, notamment la Caisse des dépôts et consignations, lui a constitué le fonds de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, donc qui avec ses financements, avec ses crédits, finance des actions de mémoire, de recherche, de solidarité pour les survivants, pour les enfants cachés pendant la guerre. Donc l'argent des victimes sert aux victimes et est géré par la fondation reconnue d'utilité publique. Et les dépenses d'indemnisation, ce sont des dépenses sur le budget de l'État d'aujourd'hui. Oui, pour vous répondre, alors je ne peux rien faire d'autre que de vous dire de rester pour la deuxième table ronde autour des ateliers. Je voulais saluer le travail de Sandrine Morvan qui a vraiment insisté pour qu'il y ait cette table ronde autour des ateliers d'artistes et vous dire que dans la salle il y a des spécialistes, Sophie Julliard qui travaille sur ces questions, Nelly Singer qui travaille aussi sur les ateliers d'artistes et c'est une question très très importante bien évidemment et on l'a bien sûr prise en considération. Et c'est pour cela qu'à 16h30, eh bien, il y aura une table ronde autour des ateliers d'artistes. Et Sylvie Arburger vous parlera de son expérience et de la rédaction du catalogue raisonné de son père. An additional issue to the Jewish Digital Cultural Recovery Project. When the ERG database was developed, it was clear for Mark Mazurowski, who's the scholarly director of that project, that there are quite a few Jewish artists whose name keeps coming up, but we don't know anything about them. If a Jewish artist perished during the Holocaust or decided not to work afterwards and didn't have a catalogue raisonné before, those people are basically unknown today. And one of the projects we're planning to do in the next few years is to actually digitize and collect the Jewish artists' works, document their lives, and try to put these artists back in common knowledge, and hopefully even publish posthumous catalogue raisonné. So this is something that our project is planning to undertake. Of course, if someone was lucky and came back, it still means that, of course, we will keep all the Jewish artists in our databases, regardless of
what happened to them, but the focus is to collect all these works that otherwise would not be known to the general public. I made a mistake before. I said that France is unique in having this compensation program by the CIVS. It is certainly a much bigger program than anywhere else. But there is the General Settlement Fund of Austria, and after the war, Germany did pay certain amounts of money, rather small amounts, in regard to such artwork. Plus de questions? Bien. Dans ce cas-là, je remercie en votre nom les 5 participants à cette table qui n'était pas ronde du tout. Et je vous incite donc à patienter quelques instants, le temps de vous rafraîchir pour la suite de l'après-midi. Merci, Monsieur Dagen, merci. Merci à vous toutes et tous.